Merci beaucoup, docteur, pour l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour m'adresser à mes frères et sœurs katangais. Tout d'abord, je commencerai par dire bienvenue aux distingués invités à cette première rencontre débat, première rencontre interkatangaise. Bonjour et bonsoir à vous tous et à vous toutes, partout au monde où vous vous trouvez. Je voudrais tout d'abord m'excuser pour le rendez-vous manqué de la fois passée et vous adresser mes remerciements les plus fraternels et les plus sincères pour vos prières. Et effectivement, ma santé se rétablit de plus en plus. Pour commencer, je vous demanderai à vous, mes frères et sœurs, d'observer 1 minute de silence pour tous les Katangais valeureux aujourd'hui disparus. S'agissant d'1 minute de silence virtuel, je m'en vais tout de suite vous présenter les 3 thèmes du jour. Le premier, eh bien, c'est sous forme de question. Le premier thème, c'est Katangais, qui êtes-vous? Le deuxième thème, c'est Katangais, où êtes-vous? Et enfin, le troisième thème, c'est Katangais, où allez-vous? Et ce sera le défi à l'issue du débat de ce jour. Premièrement, Katangais, qui êtes-vous? Eh bien, je me situe là avant la colonisation, n'est-ce pas? Avant la conférence de Berlin convoquée par le chancelier Otto von Bismarck entre 1884 et 1885. Eh bien, qui étaient les Katangais? Eh bien, les Katangais, ce sont, ou c'était, ou c'est encore, des descendants et héritiers incontestables des prestigieux empires et royaumes katangais qui ont été subjugués par la ruse et par la violence du colonisateur, qu'il faille pour cela rappeler ce qui s'était passé avant que le Katanga ne tombe dans l'escarcelle de l'État indépendant du Congo. Il y avait eu la déportation de Kasongo-Niembo vers Buta, de même que le lâche assassinat de Msiri Ngelengwa. Et effectivement, le Katanga s'était opposé à la pénétration du colonialisme sur son territoire. Et que donc les Katangais, ce sont donc ces descendants et héritiers incontestables de ces prestigieux empires et royaumes katangais qui constituaient en fait un espace prestigieux de par son histoire marqué par une fierté exubérante, qu'il s'agisse de la maîtrise de la métallurgie, métallurgie du fer et du cuivre, traduite particulièrement par le symbole par excellence du Katanga, qui est la croisette et qui fut utilisée comme monnaie de l'Atlantique en Angola, à Tété au Mozambique et sur le littoral de l'océan Indien. Et que ces empires et ces royaumes auxquels nous appartenons, nous, Katangais et Katangaises, étaient des organisations territoriales bien structurées. C'étaient en fait des États-nations en eux-mêmes. Et ces États-nations, pour certains d'entre eux, avaient brillé par une expansion
vers d'autres régions de l'espace qui deviendra l'État indépendant du Congo et plus tard le Congo belge en 1908 et en 1923-1925 le Congo belge et Rwanda-Urundi. Et cette expansion s'était faite non seulement un peu plus loin dans cet espace congolais, mais aussi dans les territoires voisins tels que l'Angola, et je citerai les provinces de Lunda Norte, Lunda Sul, Monchico, et même en Zambie, dans les provinces du nord-ouest et du nord-est. Mais c'est par hasard, bien sûr, à la suite de conquêtes coloniales au XIXe siècle, que cet espace katangais s'était retrouvé au sein de l'EIC, ou l'État indépendant du Congo de Léopold II, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Je pense qu'à ce niveau, nous savons nous situer, nous Katangais, ce que nous sommes réellement, nous qui sommes les descendants et héritiers incontestables de ces prestigieux empires et royaumes. Et le deuxième thème, c'est Katangais, où êtes-vous? Et ce sera le gros de mon intervention avant de terminer par le troisième thème, qui est en fait un défi que nous devons tous relever et qui est Katangais, où allez-vous? Nous allons ainsi faire une pérégrination à travers ce que nous avons été, plus particulièrement à partir de 1957. Vous me demanderez sans doute pourquoi 1957. Parce que point de besoin de parcourir toute l'histoire du Congo belge jusqu'à cette année. Parce qu'en 1957, n'est-ce pas, sentant venir le vent du changement ou de l'indépendance, la colonie ou le royaume de Belgique avait décidé d'organiser des élections municipales dans les trois villes qui en avaient la posture à l'époque du Congo belge. Il s'agissait de Léopoldville, Kinshasa, Elisabethville, Lubumbashi et Jadoville, Likasi, où moi je me trouvais. Parce qu'effectivement, nous allons passer en revue les événements qui s'étaient passés de 1957 à ce jour, et je vous parle là des événements que j'avais vécus. Ce ne sont pas des événements que j'ai pu récolter uniquement dans les livres, non. Je les ai vécus comme enfant, adolescent, à Jadoville, donc à Likasi, et ensuite au petit séminaire, à l'université Lovanium, à l'université nationale du Zaïre à Kinshasa, à Kisangani, ensuite à l'université de Lubumbashi, parce que j'ai eu l'honneur de parcourir les trois pôles universitaires du pays, Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi. Et que donc, je vous parle en connaissance de cause. Et moi qui vous parle, j'ai connu dans notre pays 6 drapeaux et 6 hymnes nationaux. J'ai connu notre pays depuis l'époque coloniale, n'est-ce pas? Le Congo Léopoldville, le Congo Kinshasa, l'État indépendant du Katanga, l'État autonome du Sud Kasaï, n'est-ce pas? La République libre de Stanleyville, la République démocratique du Congo, la République du Zaïre et enfin la République démocratique du Congo dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et que donc, c'est en plus, bien sûr, de ce que j'aurais pu lire à gauche et à droite, surtout mon expérience personnelle et ce que j'avais observé comme enfant, adolescent, jeune adulte et aujourd'hui, dans l'âge mûr, parce que cette année, j'aurai 77 ans, qui est un âge bien respectable, n'est-ce pas? euh, et qui devrait prouver aux gens que c'est à la suite d'une très longue expérience collective avec les autres Katangais et individuelle comme personnelle que je vais vous livrer mes cogitations. Donc, reprenons le deuxième thème. Le premier étant Katangais, qui êtes-vous? Et je viens de le brosser succinctement. Et le deuxième thème, comme je le disais, c'est le clou de mon intervention. Katangais, où êtes-vous?
Eh bien, Katangais, où êtes-vous? C'est le point de départ du réveil katangais. En 1957, il y a eu le premier réveil katangais à l'issue des élections communales organisées cette année-là. Eh bien, tout de suite là, je vous dirais que les résultats étaient catastrophiques pour les Katangais, les autochtones, parce que les 5 communes indigènes, c'est-à-dire les 5 communes organisées dans les centres extra-coutumiers, dans la ville d'Élisabethville, Lubumbashi, et dans la ville de Jadoville, Likasi, où je me trouvais comme enfant, eh bien, les résultats étaient catastrophiques. À Élisabethville, à Lubumbashi, toutes les 4 communes indigènes eh bien, étaient remportées par les non-autochtones, c'est-à-dire les non-katangais. Il y avait ainsi à la commune Albert, commune Kamalondo, Pascal Luangi, qui était un syndicaliste et qui était du Maniema. À la Katouba, c'était M. Théophile Mukendi, qui est du Kasaï, ou si vous voulez, Luba Lubilange, comme on le désignait à l'époque et même aujourd'hui. À la Kenya, c'était M. Armand Chinkulu, qui était aussi du Kasaï, mais Louloua, celui-là. Et enfin, à la Rouachi, c'était M. Laurent Musengeshi, qui venait aussi du Kasaï, mais qui était un Mwenanluntu. Tandis qu'à Jadoville, où je me trouvais, et plus précisément dans la commune indigène, qui était la commune Kikula, qui existe encore aujourd'hui, c'était M. Victor Lundula, hein, qui sera plus tard général, n'est-ce pas, chef d'état-major général de la nouvelle armée nationale congolaise, parce que de son état, il était sergent infirmier qui avait combattu au sein de la force publique en Birmanie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je l'avais connu parce qu'il habitait sur l'avenue Camp Militaire, à 100 mètres du domicile de ma grande sœur, et je l'avais connu, et même ses enfants ont joué avec eux. Et avant d'être bourgmestre de Kikula, c'était un infirmier qui tenait un dispensaire du quartier Baudon-Inver-Canona, et qu'on appelait Kwalundula. Ainsi donc, c'était donc une véritable catastrophe. Il n'y avait aucun Katangais. Évidemment, après, quand Lundula se déplacera pour Léopoldville, où il sera nommé par son cousin, qui était Patrice Lumumba, chef d'état-major de la nouvelle armée nationale congolaise, Mobutu étant chef d'état-major adjoint, donc il était adjoint à Lundula, eh bien, les résultats de ces élections municipales étaient comme une bombe. Les Katangais s'étaient rendus compte qu'ils n'étaient nulle part, comme d'ailleurs aujourd'hui, je crois que nous ne sommes nulle part. Donc, à ce moment-là, le premier choc qui avait occasionné le réveil, le premier réveil katangais, c'était le résultat de ces élections municipales, n'est-ce pas, en faveur des originaires du Kasaï à 80%. Bien sûr que Lundula sera remplacé plus tard par Noël Motonkole, qui est un Lubakat. Et cela était dû à quoi? Eh bien, c'est-à-dire que pendant que les Katangais dormaient, comme aujourd'hui, hein, nous sommes dans un sommeil profond, en 1957, les Katangais étaient dans le même état de sommeil. Eh bien, il existait une organisation clandestine de nos amis du Kasaï qui s'appelait l'AG-Baseka. Eh bien, c'est-à-dire qu'avant ces élections, hein, au cours des années 50, et je dois vous rappeler qu'à ce moment-là, il y avait un gouverneur, Palink, qui avait d'abord travaillé au Kasaï avant d'être transféré au Katanga, eh bien, nos amis du Kasaï s'étaient organisés pour dire qu'ils devaient rafler tous les postes à l'occasion de ces élections au détriment des Katangais, et qu'ils étaient bien organisés, tandis que les Katangais, eux, s'étaient présentés sans respecter, sans consigne à ces élections municipales. Et
rappelez-vous que cela se répétera en 2023. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil, tout comme il n'y a rien de neuf en ce qui concerne les Katangais. Donc, il y avait un manque d'organisation des Katangais face aux velléités hégémoniques kassayennes. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait une prise de conscience des Katangais. Et cette prise de conscience des Katangais était lancée, conditionnée, galvanisée par un article publié dans l'essor du Katanga par l'un des brillants jeunes intellectuels katangais, en la personne de M. Alexis Kishiba, qui est le père de l'un de nos amis, qui doit probablement être en train de me suivre, notre ami Guylain Kishiba. Donc c'est son père qui était journaliste à l'essor du Katanga, qui écrira un article intitulé « Katangais, où es-tu » Et aujourd'hui, nous posons la question « Katangais, où êtes-vous » Mais en fait, c'est la même chose. Et le fait d'avoir écrit cet article, il y avait un branle-bas de combat. Et cela devait amener les Katangais à se réunir dans une seule organisation. Mais auparavant, comme c'était le cas pour toutes les tribus au niveau du Congo belge, après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'à Kinshasa, vous aviez la BACO, Alliance des Bakongo, qui était créée par Kasavubu pour les Bakongo. Et tenez-vous bien, il y avait aussi à Kisangani, Lumumba, qui dirigeait une association des Tétéla. Hein, on ne le dit jamais assez. Donc, tout le monde s'organisait à travers sa tribu. Et au Katanga, à l'époque, on avait les associations qui étaient créées au cours des années 50. Nous avions ainsi Jason Sendwe, qui avait, avec les frères Baluba du Katanga, créé la Baluba 4. Il y avait Tchombe, qui était un grand commerçant, n'est-ce pas, à Elisabethville, qui était président de Gassomel. Gassomel, c'était le groupement de tous les peuples d'expression Lunda. Tandis que les Tchokwe, avec Ambroise Munga, avaient leur association qui était l'ATCAR, Association des Tchokwe du Congo, de l'Angola et de la Rhodésie. Tandis que l'Endembo avait la SONDEF, créée par Papa Kassapato, et Albert Niembo, lui, avait créé la BACAT, n'est-ce pas? Pour nos amis Baemba et Sylvestre, Monsieur Sylvestre, Massimango avait créé la Sobacat, n'est-ce pas? Il y avait des associations comme ça, des Songé, des Baemba, des Tchokwe, des Ndembo, des Rondes et des Baluba. Mais en ce moment, bien sûr, aidé par un de ses amis, M. Justin Méli, je crois que parmi nous, beaucoup connaissent papa Justin Méli, hein, qui fut vice-gouverneur du Katanga après l'arrivée de l'AFDL et plus tard consul général de la République démocratique du Congo en Andola. Mais moi, je l'avais connu en 1975 à Kisangani, jeune assistant en gynécologie obstétrique à l'Université nationale du Zaïre, campus de Kisangani. Il était alors à Kisangani, chef de division de l'éducation nationale. Donc, juste au moment où les autres dirigeaient ces associations tribales au Katanga, papa Justin Méli et papa Alexis Kishiba avaient aussi une association qui était l'AICAT, Association des indigènes du Katanga, qui était transformée parce que tout le monde s'occupait un peu de son patelin, qu'ils avaient transformé à un moment donné en FETRICAT. FETRICAT, c'est la Fédération des tribus du Haut-Katanga. Mais alors, après ces élections, comme il y avait la débandade dans tous les camps des Katangais, eh bien, Évariste Kimba et Dominique Diou étaient allés voir Alexis Kishiba, n'est-ce pas, et son ami Justin Méli, pour leur dire que l'AICAT et FETRICAT feraient mieux de rejoindre une organisation qu'ils allaient créer. Il en fut de même pour tous les autres responsables
des associations tribales du Katanga. Donc, Balubakat, Gassomel, Atkar, Assondef, Abakat, Assobakat. Et c'est ainsi qu'ils décidèrent de créer la CONACAT, la Confédération des associations katangaises. Et il faut savoir que la réunion de création de la CONACAT s'était passée dans une mutuelle, au bureau de la mutuelle des associations, qui ne se trouvait pas très loin de l'office des vieillards de la commune Albert, celui de la commune Kamalondo. Et c'est Baba Justin Méli qui dirigeait la réunion comme président. Ils avaient ainsi créé la CONACAT. Et tenez-vous bien, le premier président de la Balubacat, c'était un certain monsieur Kalenda Mathieu. Le nom est un présage. Je dis bien Kalenda Mathieu. Et le vice-président, au moment de la création de la CONACAT, c'était Baba Godefroy Munongo. Mais par après, on avait décidé de remettre la présidence de la CONACAT à Moïse Kapenda Tchombe, parce que Papa Godefroy Munongo ne pouvait pas être président de la CONACAT du fait qu'il était un agent territorial employé dans l'administration de la colonie. Et c'est ainsi que le dévolu tomba sur Moïse Kapenda Tchombe. La CONACAT, ainsi créée, devait connaître un premier couac. Le premier couac fut le départ de la CONACAT de Sendoué avec la Balubacat et d'Ambroise Herman Muhunga avec l'ATCAR, l'association des Tchokwe du Congo, de l'Angola et de la Rhodésie. Donc les deux, Sendoué pour la Balubacat et Ambroise Muhunga pour l'ATCAR, décidèrent de former un cartel au Katanga avec la FEDECA. La FEDECA, c'était la Fédération des populations du Kasaï, qui était dirigée par M. Isaac Kalonji Mutambaï ou Pasteur Kabongo. Et que donc, étant parti de la CONACAT, il y avait ainsi au Katanga deux concurrents avant l'indépendance et avant même la table ronde de Bruxelles de janvier 1960. Il y avait d'un côté la CONACAT et de l'autre côté, il y avait le cartel comprenant la Balubacat, l'ATCAR et la FEDECA, qui était la Fédération des peuples du Kasaï. C'est ainsi qu'à la table ronde, il y a eu deux camps. Les défenseurs du fédéralisme, représentés par la CONACAT, dirigée par Moïse Tchombe, et la BACO, dirigée par Joseph Kasavubu. Et d'autre part, il y avait le grand cartel, cette fois-ci au niveau national, qui comprenait le MNC, le parti de Lumumba, le PSA, le Parti solidaire africain de Gizenga, et bien sûr le cartel katangais, qui était, en ce qui concerne le katangais, à l'exclusion de la FEDECA, composé par la Balubacat et l'ATCAR. Et c'est dans ces conditions que nous sommes arrivés à l'indépendance du Congo le 30 juin 1960, avec tous les résultats que vous savez, c'est-à-dire que Lumumba, qui avait une majorité relative au niveau des deux chambres, était nommé Premier ministre, tandis que, à la suite de certains arrangements, Joseph Kasavubu fut élu au second degré président de la République. Eh bien, je me passe des détails parce qu'il faut aller plus vite. 11 jours plus tard, il y a eu l'indépendance du Katanga, que moi j'avais vécu personnellement. Donc, je ne vous raconte pas des histoires que j'ai lues dans un livre. J'ai participé aux festivités de l'indépendance du Katanga le 11 juillet 1960 et je pense que la plupart de ceux qui me suivent n'étaient pas encore nés. Et au début du mois d'août 1960, j'avais même assisté à l'indépendance du Sud Kasaï parce que Albert Kalonji, qui entre-temps était dans le MNC Lumumba, il avait créé son parti,
hein, il était sorti du MNC Lumumba, il avait créé ce qu'on appelle le MNC Kalonji, hein, qui n'était composé que des Balou Bilange. Les Luluas au Kasaï étaient exclus du MNC Kalonji. Et c'est ainsi que les Luluas avaient créé un parti à eux où ils étaient seuls et qui était dirigé par le papa de Jean Claudel Loubaya, hein, qui était André Loubaya. Et tandis que les minorités du Kasaï, les Bakuba, les Assalampas et tous les autres avaient formé aussi un parti à part. Donc tout était tribalisé au niveau du Kasaï. Donc en revenant à la troisième indépendance, après bien sûr le limogeage de Lumumba, avec le premier coup d'État perpétré par Mobutu en septembre 1960 et tous ceux qui s'en étaient suivis, le départ des fidèles de Lumumba vers Stanleyville. Ils avaient formé là-bas aussi une république libre de Stanleyville. Donc, on avait ainsi 4 républiques au sein du jeune État du Congo-Léopoldville. Il y avait donc le Congo-Léopoldville, le gouvernement central, on avait l'État indépendant du Katanga, il y avait l'État autonome du Sud Kasaï qui deviendra, n'est-ce pas, quelques mois plus tard, un empire, un royaume, parce que Kalonji se déclarera Molopwe, ou si vous voulez, roi ou empereur, et il y aura aussi le gouvernement de Stanleyville. Et je vais aller un peu trop vite parce que nous devons arriver à la clôture de cette adresse qui sera le questionnement le plus important. Ainsi, en 1961, pendant que le Katanga était indépendant, il y avait eu la conférence de Tananarive. C'est très, très important. Il faut que tout le monde, tous les Katangais, soient au courant des résultats de cette conférence de Tananarive qui avait eu lieu du 9 au 12 mars 1961. Et il y avait la participation, si vous voulez, de l'axe Léopoldville-Bakwanga, parce que l'État autonome du Sud Kasaï, dirigé par Albert Kalonji, avait Bakwanga comme capitale. Il y avait donc l'axe Léopoldville-Bakwanga-Elisabethville avec Moïse Tchombe. Tous étaient partis à cette conférence. Et à l'issue de cette conférence, il s'était entendu que désormais, le Congo allait opter, allait choisir comme forme de l'État le confédéralisme. Et au passage, cela a été fêté très abondamment à Elisabethville. Et il y avait alors, un mois plus tard, une réunion à Coquilatville, Mbandaka, qui devait justement formaliser le passage du jeune État indépendant, donc du Congo-Léopoldville, comme République confédérale du Congo. Et Tchombe et son ministre des Affaires étrangères, Évariste Kimba, étaient partis représenter l'État indépendant du Katanga. Mais quand ils étaient arrivés à Coquilatville, c'est-à-dire en Mbandaka, eh bien, Tchombe et Kimba étaient faits prisonniers. Ils étaient faits prisonniers d'avril à juin 1961. On avait d'ailleurs à un moment donné craint vraiment pour la vie de Tchombe et de Kimba, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, il y avait un triumvirat qui avait remplacé Tchombe et qui dirigeait le Katanga, je me rappelle bien. Et ce triumvirat comprenait Joseph Kiwele, qui était ministre de l'Éducation, Godefroy Monongo, qui était ministre de l'Intérieur, et Paul Mona, qui était ministre de la Prévoyance sociale. Mais après 2 mois de tractation, Tchombe avait pu être libéré. Évidemment, il y avait eu entre-temps l'arrivée de l'ONU au Congo, c'est comme maintenant avec la MONUSCO. À ce moment-là, c'était l'ONUC, Organisation des Nations Unies au Congo. Bien, leur arrivée au Katanga avait occasionné plusieurs combats entre les troupes de l'ONU et les troupes katangaises. Je vous passe des détails, mais en janvier 1963, c'était la fin de la sécession katangaise. Peut-être dans les questions, je pourrais répondre à certaines d'entre elles concernant la fin de la sécession du Katanga.
et que donc en janvier, plus précisément le 14 janvier 1963, hein, c'était, je me rappelle bien, j'étais en 6e latine au petit séminaire à Kanzenze, et je me trouvais être à Jadotville, à Likassi, et c'était après le premier assassinat d'un chef d'État africain, Sylvanus Olympio, qui était assassiné au début du mois de janvier. Le 14 janvier 1963, c'était donc la fin de la sécession katangaise, mais alors cette fin de la sécession était conditionnée par l'application du plan Utante. Et il est malheureux que ce plan Utante soit resté éternellement dans les tiroirs non seulement de l'ONU, et même dans les tiroirs de tous les régimes congolais qui se sont succédés. Parce que le plan Utante conditionnait le retour de l'État indépendant du Katanga au sein du Congo, Léopoldville, par l'application du fédéralisme. Donc, vous voyez qu'il y avait le confédéralisme à Côte-Latville, avec le plan Utante, il y avait l'obligation d'appliquer le fédéralisme. Mais cela n'a jamais été le cas jusqu'à ce jour. Et entre-temps, à la suite de la mort de Lumumba, qui était décédé le 17 janvier, qui était mort le 17 janvier 1961 dans les conditions que vous connaissez, on pourra en revenir dessus peut-être dans les questions, mais qu'après la mort de Lumumba, il faut savoir que ses partisans avaient lancé des rébellions qui avaient deux foyers, un foyer dans le Kwilu, dans les Bandundu, avec Molele, et le foyer des Simba à l'est, n'est-ce pas, avec les Sumialo, les Guéniers, les Olenga, et bien sûr notre grand frère ou papa, ça dépend de l'âge de chacun d'entre nous, Laurent Désiré Kabila, qui était à l'est et dont le maquis avait été visité par Che Guevara. Et que donc, c'est sur ces entrefaites qu'au niveau de Kinshasa, ben, les Occidentaux, Américains, Belges, avec les Binza Boys, le groupe de Binza, n'est-ce pas, qui comprenait Mobutu, Ndaka et Ndele, avaient tout fait, sur proposition du général Mobutu, de faire revenir au pays Moïse Tshombe. Parce qu'à l'issue, à la fin de la sécession du Katanga, l'armée katangaise n'était pas détruite. L'armée katangaise était partie en ordre de Kolwezi vers l'Angola, en passant par Muchacha, Kassaji, Dilolo. Et là, c'est une autre histoire que l'on pourra aborder. Et que donc, les Katangais étaient en Angola, aux côtés des Portugais, en faisant bien sûr une sale besogne, parce que pour survivre, ils étaient obligés d'aider les Portugais à combattre les mouvements de libération angolais, plus particulièrement le MPLA, dirigé par Agostinho Neto, et Lupa FNLA, dirigé par Holden Roberto, et plus tard, bien sûr, l'UNITA, dirigé par Jonas Savimbi. Mais alors, comme la situation s'aggravait et que le gouvernement congolais était terriblement menacé, hein, par ces deux rébellions, et parce que moi-même, j'avais vu à Kanzenze des camions de militaires qui fouillaient la base de Kamina en décourageant tout le monde sur leur passage. Et c'est ainsi qu'ils résolurent d'appeler Moïse Tshombe au pouvoir. Vous voyez, encore une fois, pour sauver cette république, il fallut un Katangais. Donc, il fallait faire revenir Moïse Tshombe. Puis, entre-temps, avant que Moïse Tshombe ne rentre, il y avait ce que l'on a appelé la conférence constitutionnelle de Louisbourg en 1963, parce que jusque-là, le pays était régenté par la loi fondamentale, qui était une sorte de constitution mise en place par les Belges, qui était une constitution mi-figue, mi-raisin, qui était une sorte d'hermaphrodite entre l'unitarisme et le fédéralisme, tout comme, n'est-ce pas, la Constitution de 2006. Vous voyez qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Hein? Chasser le naturel, il revient au galop. Et que donc, cette loi fondamentale prévoyait que pendant les 5 premières années, les Congolais pouvaient alors se donner à eux une nouvelle constitution de leur choix. Et c'est ainsi qu'en janvier 1963, avant que Tshombe ne revint au pouvoir,
eh bien, cette conférence constitutionnelle s'était réunie à Luxembourg avec M. Iléo comme président et le professeur Gliaou comme secrétaire. Donc, ils s'étaient réunis et avant l'arrivée de Tshombe, cette constitution était prête et elle consacrait le fédéralisme. Cette constitution consacrait le fédéralisme, comme plus tard la conférence, n'est-ce pas, nationale souveraine le fera plusieurs années après. Et c'est sur ces entrefaites, pendant qu'on organisait le référendum constitutionnel, que Tshombe était revenu au pouvoir, hein, à la fin du mois de juin 1964. Et quelques jours après, il y a eu les résultats de ce référendum constitutionnel qui consacrait le fédéralisme. Et quelques jours après, Tshombe, qui était nommé Premier ministre, avait constitué son gouvernement de salut public. Il faut noter que ce gouvernement de Moïse Tshombe ne comptait que 10 membres. Et lui-même, Moïse Tshombe, était non seulement Premier ministre, il était ministre de la Défense nationale et aussi ministre des Affaires étrangères, en même temps que ministre de l'Information. Parce que je me rappelle bien, il avait un secrétaire d'État qui s'appelait M. Emmanuel Singa, comme secrétaire d'État à l'Information. Mais sinon, il combinait au moins 4 départements Moïse Kapenda Tshombe comme Premier ministre. Mais effectivement, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? On avait fait revenir, pour faire revenir les Diabos katangais. Alors nous avions vu, n'est-ce pas, au niveau du petit séminaire à Kanzenze, des Diabos qui revenaient d'Angola dans les trains. Ils sont revenus et avec un groupe de mercenaires, ce sont les Diabos, comme on les appelait, les anciens gendarmes katangais, qui avaient fait le sale boulot. Donc, ils avaient pacifié le pays en partant du Katanga jusqu'aux confins de la province orientale. La paix étant revenue sur une grande partie du pays. Et vous savez, je crois que les Katangais ont cette primeur de pouvoir pacifier et réunifier le pays, parce que JKK, quelques années plus tard, fera la même prouesse. On y arrivera. Et que donc, Moïse Tshombe a pu pacifier le pays en grande partie. Il peut exister bien sûr quelques petites poches de révolte par-ci par-là. Le pays étant immense. Et ensuite, il avait dû relancer l'économie du pays. Non seulement relancer l'économie du pays, il fallait réorganiser le pays, recréer de bonnes institutions. Vous voyez la similitude avec ce qui se passera à l'issue du gouvernement 1+4. Hein, c'est pour vous dire que bon, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Nous, les Katangais, nous repassons toujours par le même chemin. Mais alors, il fallait réorganiser cette nouvelle république qui portait désormais le nom de République démocratique du Congo, avec l'actuel drapeau, n'est-ce pas? Parce que le premier drapeau à l'indépendance, c'était le drapeau dont s'est approprié le PALU, le drapeau du PALU, du parti lumumbiste, des Gizengistes. C'est ça le premier drapeau du Congo-Léopoldville, hein, avec bleu, une étoile jaune au milieu et 6 étoiles périphériques représentant les 6 provinces de l'époque. Vous voyez toujours une sorte de réminiscence de fédéralisme, même à travers le symbole. Et je ne sais pas si le Palou comprend très bien, hein, lui qui est unitariste, s'il comprend très bien le sens de son drapeau. Hein. C'est réellement le fédéralisme. Et que donc, avec Moïse Tshombe et le résultat du référendum constitutionnel, on avait mis en circulation un nouveau drapeau qui est notre drapeau actuel. Et Tshombe, alors, s'était dit qu'il fallait réorganiser le pays après la pacification de celui-ci. C'est ainsi qu'il convoqua un congrès, un grand congrès. Et ce congrès avait réuni une quarantaine d'associations politiques. Mais, tenez-vous bien, seules 3 ou 4 associations avaient refusé de participer à cette réunion que Tshombe avait, à ce congrès que Tshombe avait organisé pour réorganiser politiquement le pays. Et ces partis, bon, c'était Labako de Kasavubu qui était président de la République parce qu'il
il était effrayé par la montée en puissance de Moïse Tchombé. Et c'était aussi, ben, disons-le clairement, c'était aussi la Balubakat, qui était alors dirigée par Évariste Kimba, qui fut ministre des Affaires étrangères du Katanga. Mais après la mort de Jason Sendoué, c'est Évariste Kimba qui, qui prendra la direction de la Balubakat. Il était président et que lui, avec Kasavubu, avait refusé de participer à ce congrès, de même que le PSA, le Parti solidaire africain de Gizenga. Gizenga étant parti, n'est-ce pas, avec les révolutionnaires de Stanleyville, de Kisangani, en exil, en Égypte et ailleurs, je crois vers les Balkans, eh bien, c'est Cléophas Kamitatu, le père d'Olivier Kamitatu, qui était président. Et que donc, ces trois associations, y compris aussi l'ATCAR, qui avaient refusé de participer à ce congrès. C'est à l'issue de ce congrès que l'on avait créé la CONACO, la Convention nationale congolaise. Et en mars 1965, Tchombé organisa les premières élections générales sous sa direction comme Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et bien sûr, comme il ne fallait pas s'en douter, et Moïse Tchombé et la CONACO dont faisait partie aussi un certain Étienne Tshisekedi, remporta les élections législatives, sénatoriales et provinciales. Hein. Et à la proclamation des résultats le 30 avril 1965, eh bien, la victoire de la CONACO de Moïse Tchombé était totale. Donc, au niveau des élections législatives, la CONACO avait eu 77%. Et il n'y avait pas de machine à voter ou de machine à voler. Hein. C'était transparent et la CONACO avait gagné 77% des suffrages aux élections législatives. Tandis qu'aux élections provinciales, la CONACO avait même gagné avec 80% des résultats. Et que donc, avec la nouvelle constitution, où c'était plus ou moins régime parlementaire, c'est-à-dire que Tchombé avait la majorité dans les deux chambres, le président de la République devant être élu au second degré, c'est sûr qu'il avait un boulevard. C'est-à-dire, dans les semaines qui suivaient, Moïse Kapenda Tchombé, ancien président de l'État indépendant du Katanga, devenait deuxième président de la République démocratique du Congo. Eh bien, cela avait rendu Kasavubu jaloux, et c'est ainsi que Kasavubu avait limogé Moïse Tchombé. Et le 13 octobre 1965, comme toujours, vous savez, c'est un principe césarien politique qui a traversé le temps. Divide et impera, diviser et commander. Kasavubu, qu'est-ce qu'il fit? Eh bien, il nomma Évariste Kimba, président de la Balubakat, ancien ministre des Affaires étrangères de l'État indépendant du Katanga. Il le nomma Premier ministre. Mais évidemment, pendant plus de mois, comme les deux chambres étaient acquises à Moïse Tchombé, Évariste Kimba n'avait pas eu l'agrément des deux chambres. C'est sur ces entrefaites que le 24 novembre 1965, l'occasion faisant le larron, eh bien, Joseph Désiré Mobutu, le lieutenant général Joseph Désiré Mobutu, opérait son deuxième coup d'État. Le premier coup d'État, c'était en septembre 1961, avec l'écartement de Lumumba et le gouvernement des commissaires généraux, des jeunes universitaires, dont faisaient partie Étienne Tshisekedi, Marcel Liaou, Mario Cardozo ou Losembe Batouaniele, Jonas Mukamba, Ferdinand Kazadi, et Justin-Marie Bomboko et beaucoup d'autres. Et donc ça, c'était le second coup d'État où le lieutenant général Mobutu allait lui-même s'afficher. Parce qu'en septembre, il avait mis au devant de la scène les jeunes Turcs, n'est-ce pas, dont certains étaient encore étudiants finalistes qui n'avaient pas encore présenté leur mémoire de licence dans les universités belges ou à l'Ovanium. Ainsi, Mobutu prit le pouvoir. Et en prenant le pouvoir, bien sûr, il y avait eu des événements en cascade.
Moïse Tshombe avait dû partir en exil, n'est-ce pas? Et moins d'une année plus tard, le 2 juin 1966, Évariste Kimba, avec trois compagnons d'infortune, les Anani, les Bamba, et leur collègue, leur quatrième collègue, étaient pendus. Hein. Ils étaient pendus dans une situation effroyable parce qu'ils avaient eu les yeux crevés avant leur pendaison, à l'endroit même où vous allez souvent assister aux matchs de football, hein, n'est-ce pas, au stade Camagnola, stade des Martyrs. C'est de là que tire son nom, le stade actuel des Martyrs. C'est la pendaison d'Évariste Kimba et de ses compagnons d'infortune qui furent pendus le jour de la Pentecôte, le 2 juin 1966. Et à l'occasion, celui qui était l'un des bras droits de Mobutu, un certain Étienne Tshisekedi, malgré qu'on avait trouvé qu'ils étaient innocents, ils étaient pendus, on s'est rendu compte qu'ils étaient innocents, mais alors un certain Étienne Tshisekedi dira que non, on n'a pas regretté, on l'a fait pour l'exemple, pour que personne d'autre ne puisse répéter cet amusement de vouloir, c'est-à-dire d'avoir même l'intention de faire un coup d'État. Donc, ils avaient lu dans le cerveau d'Évariste Kimba et de ses amis qu'ils voulaient faire un coup d'État alors qu'il n'en était rien. Et que, entre-temps, les histoires ont continué. Mobutu renforçait son pouvoir et en 1967, n'est-ce pas? Et en mars 1967, on a organisé le procès Chimpola. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est à l'issue de ce procès que Tshombe était condamné à mort par contumace en mars 1967. Hein? Suivez mon regard. Regardez ce qui se passe actuellement à Kinshasa avec les procès qu'on enclenche contre notre Katangais. Hein? Vous voyez, donc à ce moment-là, on avait condamné Tshombe en exil à mort par contumace. Et suivez ce qui se passe à Kinshasa, où il y a un autre procès contre un autre Katangais qui est en exil. Donc, encore une fois, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Nous n'avons qu'à réapprendre de notre propre histoire. Mais le 30 juin 1967, l'avion de Tshombe avait été détourné sur Alger et 2 ans plus tard, il devait mourir en captivité. C'était en juin 1969 à Alger. On le trouvera mort, n'est-ce pas, dans sa cellule de prison. Et je passe très rapidement tout ce qui avait eu lieu après la mort de Tshombe. Bon, c'était le parti État, le moboutisme qui concernait tout le monde, même les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère, étaient membres du parti État, et que même nous-mêmes, Katangais, nous avons désacralisé, n'est-ce pas, nos traditions. Nous avons donné à Mobutu le Dialelo, hein, le Dialolo, mais c'est nous-mêmes, Katangais, qui nous sommes débarrassés d'un élément fétiche de nos traditions, de ces royaumes prestigieux auxquels nous appartenons. Et bien sûr qu'au passage vers 1980, il y avait la création de l'UDPS, qu'il soit dit ici que l'UDPS, qui semble être aujourd'hui un parti essentiellement tribal, hein, les Katangais en sont copropriétaires. Hein. Je citerai des gens comme Kibasa Maliba, Kyungo Komanza, Lumbu Proté, et ainsi de suite. Donc, les Katangais sont des copropriétaires de l'UDPS. Mais aujourd'hui, c'est devenu ce qu'elle est, un parti tribal. Et entre-temps, il y avait eu, n'est-ce pas, dans les années 70, Chaba 1, Chaba 2, parce que les Katangais étaient les seuls à se révolter contre Mobutu, n'est-ce pas, Chaba 1, Chaba 2, c'était les Diabos, les tigres katangais qui revenaient d'Angola pour renverser Mobutu. Et il y aura aussi Moba 1, Moba 2, là c'était les guerrieros dirigés par Laurent Désiré Kabila, qui avaient aussi tenté de renverser Mobutu, et que donc les Katangais ont une longue histoire au Congo de pouvoir renverser la dictature. C'est que nous ne supportons pas la dictature parce que, je vous ai dit, Katangais, qui êtes-vous? Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Hein. Nous appartenons à des empires
et des royaumes prestigieux. Ainsi, chemin faisant, après la perestroïka, n'est-ce pas, le vent de la démocratisation, je vous épargne des détails, nous en arrivons au deuxième réveil katangais. Rappelez-vous que le premier réveil katangais, c'était à l'issue des élections municipales de 1957. En partant des résultats de ces municipales, qui avaient vu la débâcle des Katangais, comme cela se reproduira en 2023. Encore une fois, il n'y a rien de neuf sous les soleils pour les Katangais. Et que c'est à cause de ce premier réveil des Katangais, avec cette défaite, qu'il y aura sensibilisation des Katangais pour créer la CONACAT. Et maintenant, nous en arrivons au deuxième réveil katangais. Le deuxième réveil katangais, c'est le clou, c'était en fait le conflit katangais-kassaïen à l'issue des élections du Premier ministre à la Conférence nationale souveraine, plus précisément le 15 avril 1992. Et en même temps, il y avait bien sûr au niveau du Katanga, Gabriel Antoine Kiungwa Kumanza, qui devint gouverneur du Katanga. Il y a eu la FENADEC, ensuite il y a création de l'UFERI, n'est-ce pas, avec l'émergence, si vous voulez, la jonction avec le parti des républicains indépendants de Ngunza Kalibond pour former l'UFERI. Et c'est à l'époque qu'en dehors de l'UFERI, il y avait le CCPK, le Conseil consultatif permanent du Katanga, qui avait joué un très, très grand rôle dans les années 90. On ne le rappelle pas assez. Et le CCPK agissait en harmonie et en binôme avec la COCATOM ici. Et donc, vous comprendrez l'importance de cette association dans les phases suivantes. Et au cours de cette période, il y avait les effets Kiungwa Kumanza, la sensibilisation des Katangais et les événements qui s'étaient passés. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus parce que ça peut faire l'objet d'une autre conférence, parce que déjà, on avait tiré au clair, parce qu'à l'époque, on avait accusé les Katangais d'avoir perpétré le génocide, mais il y avait un livre qui avait rétabli la vérité, un livre qui était écrit par M. l'abbé Albert Kaumba et le révérend père Léon Ngoï Kalumba, et moi-même qui vous parle, j'avais rédigé la préface de cet opuscule qui avait démontré de A à Z qu'il n'y avait pas génocide et que, et que peut-être sont les Katangais qui avaient subi aussi des plus graves désagréments. C'est sur ces entrefaites qu'il y avait eu l'avènement de l'AFDL en 1997, avec encore une fois de plus un Katangais, Laurent Désiré Kabila, qui arriva aux affaires. Et vous savez tous ce qui s'était passé, on était en train d'évoluer, parce qu'il faut avouer que c'est dommage qu'il n'ait pas vécu plus longtemps, Mzee Kabila, parce qu'il avait constitué au niveau national et surtout au niveau du Katanga un triangle qui était formidable. Formidable. Donc, au niveau national, vous aviez la Banque nationale qui était dirigée par Jean-Claude Massangou. Bon, je ne sais pas où il est pour le moment, peut-être dans l'Union sacrée pour le moment. Il y avait la GECAMIN qui était dirigée par Ambroise Kawaya, hein, Mbaka. Mbaka Kawaya, oui, Ambroise Mbaka Kawaya. Puis il y avait l'université de Lubumbashi qui était dirigée par celui qui vous parle, et que donc on constituait un triangle terrible, ça je vous assure, et terrible. Et en ce qui concerne l'université de Lubumbashi, j'avais les pleins pouvoirs. Hein. Moi, je ne dépendais pas de ministre. Hein. Moi, j'interagissais directement avec le président de la République. C'est ceux qui m'avaient permis de créer les extensions universitaires qui sont aujourd'hui les universités de Kolwezi, de Likasi, de Kamina, de Mbujimaï, de Kananga, de Kabinda, de Kindu, et plus tard
de Kalemi et l'extension de Kasumbalesa. Hein. Tous les ministres de l'Éducation, je vous le dis aujourd'hui, ils étaient contre. Et chaque fois, je les envoyais promener. Et c'était comme ça. Et c'est ainsi que toutes ces provinces ont aujourd'hui des universités publiques. Si je ne m'étais pas entêté, encouragé par Mzé Laurent Désiré Kabila, toutes ces provinces n'auraient pas aujourd'hui des universités. Et c'est l'université de Lubumbashi qui avait rédigé le Vademecum du développement du Congo à travers un livre, un document qui est même classé à la bibliothèque du Congrès à Washington pour le développement autocentré de la République démocratique du Congo. Et c'est ce Vademecum que Mzé suivait religieusement. C'est ainsi qu'il lancera le franc congolais, aussi la décision de ne plus avoir des dettes extérieures, et tout comme l'organisation ou le transfert du Parlement à Lubumbashi. Eh bien, le transfert du Parlement à Lubumbashi, c'est l'œuvre de l'Université de Lubumbashi de l'UNILU, qui devait être suivie par le transfert du pouvoir judiciaire à Kisangani et l'état-major général qui devait être à Kananga, le pouvoir exécutif devant rester à Kinshasa pour ne pas être distrait comme il l'est aujourd'hui. Regardez ce qui se passe à Kinshasa. Des quinoiseries, je dirais même plus, des kinshasseries. C'est ce qu'on voulait éviter. Et je vous dis aujourd'hui, je vous le confirme, que si Mzé avait vécu 3 mois de plus, au mois d'avril 2001, vous aurez eu la République fédérale du Congo. Je prends à témoin indirectement, parce que c'est le président Mzé lui-même et moi-même qui savions ce que l'on faisait. La dernière réunion à Lubumbashi qui réunissait le gouvernement, le pouvoir populaire, le comité du pouvoir populaire avec Raphaël et tout le gouvernement avec son directeur de cabinet de Mzé, M. Boussé, je ne sais pas, il y a des gens parmi nous, je ne sais pas s'ils me suivent, qui avaient assisté à cette réunion. Et pendant 20 minutes, Mzé me demandait ce qu'il fallait faire. J'étais en train de débobiner ce qu'il fallait faire. Et à chaque fois, il demandait à son directeur de cabinet, M. Boussé, de noter, parce qu'à son retour à Kinshasa, des ordonnances présidentielles allaient suivre. Mais hélas, nous devions le perdre quelques semaines après. C'est vous dire que voulez-vous, nous ne pouvons pas nous attarder là-dessus, parce qu'évidemment, ce régime, il avait vécu comme une rose l'espace d'un matin. Qu'à cela ne tienne, il y a eu, après la mort de Mzé, la poursuite de la guerre, n'est-ce pas, et les accords de Sun City et la réunification du pays, à mettre, bien sûr, au registre du président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Il y avait donc réunification, il y avait donc le 1+4. C'est au cours de cette transition que j'étais député, parce qu'entre-temps, après la mort de Mzé, j'étais très embêtant pour le régime qui est arrivé après Mzé. Il fallait que je parte, coûte que coûte, parce que j'étais trop indépendant. Il fallait que je parte. Mais au cours de la période 1+4, et beaucoup de gens ne le savent pas, c'est moi-même qui avais démissionné. J'avais demandé au ministre de l'enseignement supérieur, dans le bureau de feu gouverneur Moukena, en présence de Maman Malonga, comme vice-gouverneur, je lui avais demandé de me suspendre. Il est allé me suspendre et quelques minutes après, j'ai déposé ma démission parce que je ne pouvais pas accepter d'être humilié. Donc, c'est moi-même qui avais démissionné. Ça, on ne vous dit pas assez parce qu'effectivement, il faut fausser l'histoire pour les besoins de la cause. Donc, je me retrouvais comme membre du Parlement pendant la période de transition avec beaucoup d'autres aînés comme Kyungwa Kumonza, Mwando Simba et beaucoup d'autres, Lunda Bululu. Et pendant cette période, nous voulions, avec Mkubwa Lunda Bululu,
faire travailler, n'est-ce pas, à, à une à une constitution fédérale. Ben, c'est ainsi que j'ai été exilé. Puis vous avez eu par après le gouvernement qui se sont succédés, et ainsi de suite. Il y a eu le gouvernement Gizenga, le gouvernement Matata, et puis moi je me retrouvais en exil en 2014. Il y a eu, après Gizenga, le gouvernement Mouzito, puis Matata, et ainsi de suite, des accords de Saint-Sylvestre, et puis les élections de 2018 qui se sont passées comme vous savez. Bon, euh, et, Tshisekedi fait ses est arrivé au pouvoir, comme vous le savez, et puis il y a eu la conférence organisée par l'HEVC de Lubumbashi. Et ce qu'il faut regretter après l'organisation que nous avons eue, c'est le fait qu'il n'y avait pas de suivi. Et c'est ce qui nous amène, hein, je brûle un peu les étapes. Aujourd'hui, nous sommes nulle part. Il y a cette opposition armée, il y a bien sûr l'opposition politique avec la démarche de la Cinco, qui va son plein pour l'organisation de retrouvailles politiques. Vous avez les deux partis au niveau politique qui représentent plus ou moins les Katangais. Il y a FCC et PPRD et ensemble. Bon, ils font ce qu'ils doivent faire, mais vous savez qu'eux, ils visent un positionnement au niveau national et, et que nous nous trouvons dans une situation d'impasse. Hein, d'impasse parce que maintenant, nous ne savons pas, les Katangais sont orphelins. Et c'est là qu'intervient le troisième réveil katangais, qui est nécessaire et obligatoire. Que devons-nous faire? Parce qu'il y a trois groupes chez les Katangais. Il y a le camp des autonomistes, hein, donc des gens qui veulent l'autonomie du Katanga. Et là-dedans, on a les indépendantistes, les confédéralistes, les fédéralistes. Puis, on a le camp du statu quo hanté, qui sont des nationalistes congolais katangais, ou si vous voulez, des katangais nationalistes congolais, pour le besoin de la cause, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'ils doivent rallier beaucoup d'autres Congolais pour le besoin de la cause. Puis il y a le camp des opportunistes, il y a des Katangais qui sont des gens sans position. Et maintenant, c'est là que nous nous trouvons. Nous nous trouvons à ce niveau. Il y a donc une nécessité d'un troisième réveil katangais. Il faut donc que les Katangais puissent se manifester. L'opposition politique, elle est là. Mais dans tout ce qui se présente au Congo, qu'il s'agisse de l'opposition politique et de l'opposition armée, qui est là, et nous devons reconnaître, vous savez, les seuls qui prônent au moins l'autonomie ou le fédéralisme, ce sont les gens de l'AFC M23, tandis que tous les autres, les opposants politiques, ils se gênent de prôner le fédéralisme, qui est vraiment présenté comme une terreur. Et vous avez vu vous-même avec l'unitarisme où nous sommes arrivés, fortement décentralisés. Même les 40% n'étaient pas rétrocédés, ce qui avait empêché les provinces katangaises, le grand Katanga de se développer à l'époque. Et aujourd'hui, vous voyez ce que sont devenues les provinces 7 katangaises que nous avons créées nous-mêmes. Et vous avez des provinces comme le Lualaba, le Haut-Lomami, et les deux autres qui sont devenus des basses-cours et des poulaillers où on vient récolter ce que l'on veut. Ainsi donc, je pourrais conclure que le peuple katangais a besoin d'une protection directe et efficace. Il faut que nous puissions mener des actions sur le terrain que nous devons déterminer, mais pas rester pleurnicher sur les réseaux sociaux. Et c'est à ce niveau qu'il faut qu'on ait des contacts, bien sûr, inbox, pour essayer de relancer ce troisième réveil katangais.
Voilà la raison majeure et la conclusion de ce premier contact. Et je terminerai par vive les Katangais, vive le Katanga éternel, et je vous remercie. Je m'excuse, je ne sais pas, Baba Domi, vous pouvez continuer à retenir les gens avant que je ne prenne mon médicament. Hein. Parce que Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur, pour votre exposé très brillant. Je pars prendre le médicament. Bien sûr que oui. Oui, alors, Monsieur Vincent, j'ai demandé la parole à Pama Sikarm. Monsieur Vincent, je viens de demander la parole. Je disais ceci, le professeur nous a dit de mettre les gens en attente jusqu'à ce qu'ils reviennent, il prend son médicament. Je ne pense pas que ça va prendre long. Merci. Ok, merci beaucoup. Je pensais qu'on pouvait parler pendant qu'il n'était pas là. Merci. Est-ce que ce n'est pas le moment de récolter les questions comme ça, quand il vient, il peut commencer à répondre? Que les gens posent les questions et puis moi je repose les questions au professeur. Ça sera un double travail. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Je propose juste que vous posiez ceux-là qui ont des questions, ils peuvent les poser maintenant. Vous écrivez quelque part comme ça, quand le prof vient, vous dites, elle a posé cette question, directement qu'on passe. Baba Dominique, votre point de vue? Oui, ben, ceux qui ont des questions peuvent déjà les mettre, enfin, peut-être qu'ils ont déjà mis ça sur papier. Maintenant, bon, on est dépendant du professeur et le professeur est dépendant aussi de ses médicaments. Je crois que nous pouvons comprendre et accorder juste 2-3 minutes. Les micros qui sont ouverts là-bas, est-ce qu'on peut les couper? Est-ce qu'on les micros qu'on laisse, les micros parlent, s'il vous plaît. Ok, je ne sais pas, Baba Domi, est-ce que vous êtes en mesure d'écrire les questions? Je suis aux commandes ici. Le host m'a laissé la tâche. Je fais beaucoup de choses à la fois. Je ne saurais pas. Mais non, je disais, on attend juste 2-3 minutes. Donnons le temps au professeur de prendre le médicament. Sinon, on va faire un double travail. Ok, merci beaucoup. Nous l'attendons. Nous pouvons échanger, hein? Vous avez une suggestion? Je vous donne la parole. Le dernier intervenant qui a dit nous pouvons échanger, j'ai dit si vous avez une suggestion, je vous donne la parole. Oui, un peu. Je disais que nous pouvons échanger pour meubler les temps morts pendant que les professeurs reviennent. D'accord, c'est ce que je dis. Vous avez quelque chose à dire? En fait, j'ai raté le début de l'intervention. Donc, si on peut résumer un peu ce qu'il a dit. Baba Domi, j'arrête le recording, n'est-ce pas? Affirmatif.